Je n'oublierai jamais le bruit sec du carton quand je l'ai ouvert. À l'intérieur, il n'y avait ni lettre, ni explication, seulement un billet de bus, aller simple pour cette même nuit. Mon cœur s'est serré quand j'ai compris que tout était déjà décidé, sans moi. Le rire étouffé de ma sœur résonnait encore dans mes oreilles. Un rire calme, presque élégant, mais chargé d'une cruauté glaciale. Mes parents évitaient mon regard, comme si mon existence était soudain devenue un détail gênant. À cet instant précis, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas seulement la douleur d'être rejetée, mais la certitude terrifiante que, pour eux, je pouvais disparaître sans laisser de traces. J'ai gardé le silence, la tête haute, mais à l'intérieur, une tempête grondait. Ce billet n'était pas qu'un départ forcé, c'était une déclaration de guerre contre ma dignité, et je n'avais aucune idée que cette humiliation allait devenir le point de départ de ma plus grande revanche. Je me souviens encore de la sensation étrange dans mes mains lorsque j'ai ouvert cette boîte ridicule, trop légère pour contenir autre chose qu'un message cruel. À l'intérieur, il n'y avait ni lettre, ni explication, seulement un billet de bus aller simple pour cette même nuit. Tout était décidé sans moi. Le rire contrôlé de ma sœur flottait dans l'air, froid et précis, comme s'il s'agissait d'une plaisanterie parfaitement exécutée. Mes parents, eux, n'ont presque rien dit. Leur silence pesait plus lourd que des cris. À cet instant précis, j'ai compris que je n'étais pas en train de partir. J'étais déjà partie depuis longtemps, effacée lentement, méthodiquement, de cette famille qui m'avait toujours regardée comme une charge temporaire. Je n'ai pas pleuré devant eux, j'ai appris très jeune que mes émotions n'étaient ni attendues ni bienvenues. Depuis l'adolescence, je payais mon loyer, mes études, mes besoins essentiels, tout en aidant la famille dès qu'un problème surgissait. Je donnais sans jamais recevoir de reconnaissance, persuadée que l'amour finirait par arriver s'il voyait mes efforts. Mais ce soir-là, face à ce billet, j'ai compris que ma loyauté était à sens unique. Les blagues condescendantes, les regards qui m'ignoraient, les décisions prises sans me consulter, tout prenait enfin un sens glaçant. Ce qui m'a le plus blessée n'était pas le départ lui-même, mais la facilité avec laquelle il m'avait rendue remplaçable. Ma sœur riait parce qu'elle se sentait victorieuse. Mes parents détournaient les yeux parce que reconnaître leur cruauté aurait exigé un courage qu'ils n'avaient pas. J'ai rangé le billet dans ma poche comme on range une preuve, sans savoir encore qu'il deviendrait un symbole puissant. Je suis sortie sans me retourner, avec une dignité fragile mais intacte, portant en moi une douleur muette et une promesse que je n'osais pas encore formuler. Sur le trajet, chaque minute semblait suspendue. Je n'avais pas de destination claire, seulement la certitude que rester aurait signifié me perdre complètement. J'avais été invisible toute ma vie, mais cette invisibilité m'avait aussi rendue autonome, résiliente, dangereusement indépendante. J'ai compris que ce qu'ils voyaient comme une faiblesse, mon isolement, était en réalité une force qu'ils n'avaient jamais mesurée. Dans ce silence intérieur, une décision discrète a germé. Je ne m'en dirai plus jamais ma place. Cette nuit-là a marqué la fin de mon rôle d'enfant docile et le début d'une transformation lente et déterminée. J'étais brisée, oui, mais pas détruite. Chaque humiliation accumulée devenait une énergie contenue, chaque rejet une leçon. Je ne savais pas encore comment, ni quand, mais je sentais que ce départ forcé allait me pousser vers quelque chose de plus grand. Ce billet n'était pas une condamnation. Il était le premier acte d'une histoire qu'il ne contrôlerait plus. Après mon départ, je n'ai pas cherché à prouver quoi que ce soit. J'ai travaillé dans le silence avec une concentration presque obsessionnelle. À 21 ans, j'ai cofondé une entreprise technologique avec des partenaires qui ne me demandaient pas d'être reconnaissante d'exister, mais simplement compétente. Pour la première fois, ma valeur n'était pas négociable. Nous avons bâti quelque chose de solide, loin des projecteurs, en misant sur la rigueur, la stratégie et la confiance mutuelle. Les années ont passé et l'entreprise a grandi rapidement, passant de chiffres modestes à des évaluations que je n'osais même pas prononcer à voix haute. Ce qui me frappait le plus, c'était l'indifférence totale de ma famille. Aucun appel, aucune question, aucune curiosité. Ils préféraient croire que je luttais encore, car cette image les rassurait. Pendant ce temps, je construisais une indépendance financière qui me donnait enfin une liberté totale. En analysant mes comptes, j'ai découvert une vérité dérangeante. L'argent que j'avais envoyé pendant des années avait maintenu à flot l'entreprise défaillante de mon père. Sans le savoir, j'avais financé un système qui me méprisait.
Cette prise de conscience n'a pas déclenché de colère explosive, mais une clarté froide. J'ai décidé d'agir, non par vengeance, mais par justice. J'ai transformé ces aides en prêts formels, légalement encadrés. Ce choix marquait une rupture définitive avec l'ancienne moi, celle qui donnait sans limite. Je comprenais enfin que l'amour sans frontières devient une arme contre soi-même. Chaque document signé, chaque démarche juridique renforçait mon sentiment de contrôle. Je ne voulais plus être la solution silencieuse des problèmes des autres. Je voulais être responsable de ma propre destinée. Cette période a été celle de ma reconstruction intérieure. Je découvrais que le pouvoir n'est pas toujours bruyant. Il peut être calme, précis, implacable. J'avais appris à transformer la douleur en stratégie, l'abandon en levier. Et plus je progressais, plus je réalisais que mon plus grand succès n'était pas financier, mais personnel. Je ne dépendais plus de leur validation. Lorsque les conséquences de mes décisions ont émergé, la réaction de ma sœur a été immédiate et violente. Elle parlait de trahison, de froideur, d'ingratitude. Je l'ai écoutée sans élever la voix, consciente que sa colère venait surtout de la perte de contrôle. Je lui ai expliqué calmement que son appartement appartenait à une société que je détenais et que le loyer serait désormais aligné sur le marché. Pas d'expulsion, pas de drame, seulement des règles claires. Ma mère a tenté de jouer sur la corde émotionnelle, évoquant la famille, le passé, les sacrifices. Une médiation a été organisée, pleine de silence lourd et de non-dits. Mon père, pour la première fois, semblait déstabilisé. Il a admis qu'il ne m'avait jamais prise au sérieux. Cette confession tardive n'a pas provoqué de soulagement, seulement une confirmation. Mon intuition avait toujours été juste. J'ai sorti le billet de bus que j'avais conservé toutes ces années. Je l'ai posé sur la table comme une preuve irréfutable. Ce n'était pas un geste théâtral, mais pédagogique. Je leur ai expliqué que ce billet m'avait appris une chose essentielle, la responsabilité. On ne peut pas rejeter quelqu'un et s'attendre à sa loyauté éternelle. Les actes ont des conséquences. Je n'ai pas demandé pardon ni offert le mien. Je n'ai pas cherché à réparer ce qui ne m'appartenait plus. En refusant de minimiser ce que j'avais vécu, je me suis enfin respectée. Les limites que je posais n'étaient pas une punition, mais une protection. Et pour la première fois, je n'avais pas peur de les perdre. Ce moment a marqué la fin définitive de mon endurance passive. J'avais changé, et il le voyait enfin, non pas comme une victime devenue agressive, mais comme une femme consciente de sa valeur. Je n'étais plus accessible par la culpabilité ou le chantage émotionnel. J'étais libre. Peu après cette confrontation, mon entreprise a levé des fonds à une échelle qui a attiré l'attention des médias. On parlait de succès fulgurant, de réussite soudaine. Je n'ai rien corrigé. Ceux qui n'avaient jamais vu mes nuits blanches n'avaient pas besoin de connaître la vérité. Certaines histoires n'ont pas besoin d'être expliquées pour être validées. Je regardais ce parcours avec une distance nouvelle. Le succès ne me définissait pas, il confirmait simplement ce que je savais déjà. J'étais capable. Quitter un environnement toxique n'est pas un aveu de faiblesse, c'est souvent la preuve ultime de courage. Ce billet de bus, autrefois symbole de rejet, était devenu une autorisation implicite d'exister pleinement. J'ai compris que l'amour peut s'apprendre, mais que le pouvoir, lui, se construit. Transformer la douleur en structure, la perte en stratégie, c'est cela qui m'a sauvée. Je n'avais plus besoin d'approbation. Mon autonomie était ma victoire. Je n'étais plus l'enfant invisible. J'étais une femme debout, maîtresse de ses choix, de son avenir, de ses limites. Et cette liberté n'avait pas de prix. Ce voyage, commencé dans l'humiliation, s'achevait dans la clarté. J'avais repris ce qui m'avait toujours appartenu, ma voix. Cette histoire m'a appris que la loyauté envers soi-même doit toujours passer avant celle envers des personnes qui ne respectent pas notre existence. Endurer n'est pas aimer, et partir peut être un acte de survie, pas une fuite. Les blessures peuvent devenir des fondations solides si nous apprenons à les utiliser avec intelligence et courage. Poser des limites n'est pas cruel, c'est nécessaire pour se reconstruire. Si cette histoire vous a touché, si vous vous reconnaissez dans ce combat silencieux, abonnez-vous à la chaîne. D'autres récits vous attendent pour rappeler que même dans l'ombre, il est possible de renaître plus fort.